participants sont en mode écoute seule. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au séminaire, webinaire plus exactement, onboarding clients et collaborateurs, avec un titre choc si je puis dire, les préliminaires, ça compte. Elodie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis la fondatrice et la CEO de Moss, Mind Insight, éditeur de solutions digitales de formation basée en Suisse. Elodie, je crois que tu es une adepte des préliminaires réussis. C'est cela. C'est mon cas aussi. Donc, on va passer au sommaire de ce que nous allons voir dans la petite heure qui vient. Donc, il sera question d'onboarding, c'est-à-dire d'embarquement. Et bien entendu, on traitera de l'embarquement du nouveau collaborateur qui vient d'entrer dans l'entreprise, comme d'une notion peut-être un petit peu moins usitée, qui est l'embarquement client, mais dont on entend quand même de plus en plus parler. On insistera sur l'intérêt de soigner les préliminaires et on montrera que, évidemment, ça s'apprend comme tout le reste. Et puis, on laissera une bonne partie de notre webinaire au portail lieu des préliminaires parce que, effectivement, surtout par les temps qui courent, le portail de formation va jouer un rôle de plus en plus important dans le onboarding. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de commencer donc à embarquer avec nous. Et peut-être est-ce que la première chose que l'on pourrait annoncer, c'était finalement le texte qu'il y avait dans l'invitation qu'on vous a envoyé pour participer au webinaire, à savoir que toute relation humaine commence par une rencontre, à distance ou sur le site, dans le monde physique, comme vous voulez, et évidemment que cette rencontre prélude aux autres rencontres qui renforceront le lien. Et bien entendu, cette qualité de la première rencontre va très largement décider de ce qu'on peut ou non construire ensemble par la suite. Alors, on parle d'embarquement, d'onboarding client pour celles et ceux qui sont dans le commerce. Vous savez que le client, on le croit conquis, mais c'est jamais définitif. Il va utiliser évidemment ce qu'il vient d'acheter. On va passer aux choses sérieuses, mais globalement, c'est peut-être là que commencent les difficultés. Donc c'est là-dessus qu'on se concentrera. Quant au onboarding collaborateur, même chose, c'est la phase qui suit l'entrée du collaborateur dans l'entreprise et on le sait bien, les RH au premier chef, que comme pour les clients, la conquête d'un nouveau collaborateur n'est jamais définitive. Donc, la question qui se pose, c'est bien entendu celle de soigner les préliminaires. Et comment est-ce qu'on peut faire pour soigner les préliminaires alors que, comme chacun sait, je reprends la phrase d'Henri Janson, le philosophe français, la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Bon, c'est une phrase très ironique que j'aime beaucoup, que je sers assez régulièrement et qui donc permet d'insister sur l'importance de cette première rencontre. Donc, de l'importance des préliminaires avec le client. Ma chère Elodie, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et en particulier, pourquoi est-ce que l'onboarding du client est si important de nos jours? Alors, on parle d'un client qui est volatile, un primo-client. C'est pas forcément le mien, même si je m'appelle Primo, mais on parle d'un client qui n'est pas encore fidélisé à l'entreprise. Il faut le convaincre encore qu'il a fait le bon choix, même s'il a acheté, il attend toujours de voir. La première phase a son importance. Donc, sur le choix du produit, il est protégé par le droit à la consommation, qui va lui permettre de retourner le produit dans les premiers jours. Et puis, pour ce qui concerne les services, il va aussi pouvoir changer rapidement de prestataire. On dit aussi qu'il est incompétent. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore utiliser le produit en question. Quelquefois, le produit est complètement nouveau. Il a même parfois pas du tout d'expérience sur des produits similaires. Et il va être, on va dire, un peu difficile jusqu'à ce qu'il soit en confiance avec le produit. Et puis, on dit qu'il coûte cher. Effectivement, il y a des coûts d'acquisition côté client, que ça soit sur la partie marketing ou vente, avec les équipes qui sont en place pour s'occuper du client dès le premier contact. Et puis, on a aussi un coût
qui est lié au support du client, notamment lié à l'incompétence. Voilà, on va passer plus de temps avec lui jusqu'à ce que ça se passe bien. Et puis, si malheureusement on le perd, il a encore un coût plus important. Au coût précédent, on va ajouter ceux de l'atteinte à la réputation de la marque. Un client mécontent, on le sait, va en parler plus hein, qu'un client content. Donc voilà, et les réseaux sociaux ont leur place, une place importante pour communiquer aussi bien sur les bons aspects que les moins bons. Alors, à contrario du client perdu, le client qui, au contraire, reste dans la marque, continue de consommer ses produits, bien, on sait que c'est un client qui permet d'augmenter les revenus de l'entreprise et qui permet aussi d'augmenter les marges puisqu'il a acquis une compétence qui lui permet de moins consommer de support. Et comme il est fidélisé d'ailleurs à la marque, la marque est moins encline à pratiquer des remises. Donc il y a effectivement deux enjeux qui sont forts, un enjeu de fidélisation du nouveau client, mais pas de fidélisation pour fidéliser, de fidéliser pour engager, c'est-à-dire pour poursuivre le client à, euh, comment dirais-je, à continuer de consommer les produits de la marque. Donc un enjeu de croissance aussi, et on sait que tout cela est suivi par les services marketing ou commerciaux des entreprises à travers la notion qu'on ne va pas traiter là aujourd'hui, bien entendu, mais la notion de valeur client. Alors, ça semble simple tout cela, mais il y a des pièges dans le onboarding. Alors, on a un petit rectangle rouge sur la droite. Beaucoup d'entreprises considèrent que finalement, on n'a pas besoin d'onboarder, c'est un peu superfétatoire. Euh, le onboarding, quand il se fait, encore faut-il qu'il soit en cohérence avec tout ce que la marque a pu dire par ailleurs à travers son marketing, à travers son image, à travers ses campagnes, etc. Sinon, on risque évidemment une grande déception du client liée à l'incohérence entre son onboarding et ce qu'il pensait connaître de la marque en amont de cela. Le défaut de support est aussi, bah, on est tous confrontés à ça en tant que client. Hein. Je ne voudrais pas citer des grandes marques, mais des marques qui nous laissent complètement tomber une fois qu'on a acheté le produit, sans même parler de la formation ou de l'accompagnement auquel on a droit. Et puis alors, il y a un autre point qui est extrêmement intéressant. Alors, quand on consomme par exemple des produits sur une plateforme comme Amazon, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se voit recommander des produits en fonction des produits qu'on a achetés. Et puis, on se voit même recommander des produits qui ont été achetés par des personnes qui avaient acheté le même produit que nous. Je ne crois pas que, évidemment, tout ça, c'est poussé à la consommation, mais je crois que c'est quelque chose qui est très bien perçu par les clients, l'idée que la marque se préoccupe finalement de le faire consommer des produits complémentaires qui pourraient l'intéresser. Ce qu'on appelle finalement le cross-selling, voire même l'upselling. On ne va pas en parler maintenant, mais c'est vrai que c'est important. Élodie, je voudrais maintenant qu'on parle de l'importance des préliminaires, mais vu du côté du collaborateur, de l'entreprise cette fois-ci. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important d'onboarder le collaborateur? Et au fond, on peut déjà faire quelques remarques très proches de ce qu'on vient de faire sur celle du client. C'est juste, le collaborateur, le nouveau, lui, va être infidèle. Parce que pas encore fidélisé non plus à l'entreprise. Et puis, quand on engage une personne, il avait, lors de ses recherches, eu des contacts avec d'autres entreprises dont il va peut-être continuer de recevoir des sollicitations. Donc, il peut démissionner du coup facilement même pendant la phase juste avant d'entrer dans l'entreprise. Et puis, on a une posture maintenant qui est assez fréquente dans les nouvelles générations, en particulier pour les éléments qui sont les plus talentueux et qui sont conscients dans cette guerre des talents que le rapport de force est en leur faveur. Et puis, onboarder un nouveau collaborateur, ça coûte cher aussi parce qu'on a des coûts de recrutement
cette partie communication, la recherche avec un chasseur de tête, mais pas seulement, si on le fait en interne, elle a un coût. Donc tout le temps passé qu'on va avoir, sur le recrutement et puis ensuite on a les coûts de formation, acheter de la formation, externe ou bien le temps que va passer le manager ou le formateur et le collaborateur dans ces phases de formation et puis aussi c'est une productivité qui est moindre pendant cette période-là. Et puis on a bien entendu les coûts, d'un onboarding, raté. Aux coûts précédents, vont s'ajouter aussi, ben, l'atteinte à la marque, cette fois-ci la marque, employeur, mais aussi un risque de découragement, à l'interne qui va être lié à la déception du manager et de l'équipe. Ce qu'on peut lire au niveau des chiffres, hein, c'est que bon, l'onboarding se généralise et que 60 pensent que peu de personnes auront un emploi stable à long terme dans le futur. Ça, c'est une réalité maintenant. Donc, on a là effectivement des éléments qui sont proches de ce qu'on vient de dire concernant le client, c'est-à-dire des enjeux qui sont des enjeux de fidélisation, qui se ressemblent beaucoup, de fidélisation et d'engagement, bien entendu. La croissance du client dont on parlait, du chiffre d'affaires auprès du client et des marges, eh bien, on pourrait considérer que de façon synoptique, ce serait celle de la productivité dans le collaborateur, un des deux objectifs. Or, la fidélisation qui existe dans une période d'onboarding, c'est bien de mener le collaborateur à développer une productivité suffisante, en tous les cas être opérationnel rapidement. Et on parlait de la valeur client tout à l'heure, on pourrait parler ici finalement de la valeur capital humain de l'entreprise. Il y a un autre chiffre qu'on n'a pas cité, mais qui est extrêmement intéressant sur la productivité, et ça résulte d'une étude du Gartner, c'est que un collaborateur qui est bien embarqué, hein, qui a reçu tout le nécessaire pendant le onboarding pour être aussi productif que possible, eh bien, permet une croissance de productivité de 15% par rapport à un collaborateur qui aurait été moins bien embarqué. Je viens de parler de la notion de synoptique. Euh, Vous savez que cette notion, c'est une notion qui est apparue à travers la lecture des évangiles, et je ne veux surtout pas rentrer dans ce domaine-là, mais vous savez que les évangiles peuvent être lus l'un à côté de l'autre, ils se décalent quasiment l'un sur l'autre, c'est ce qu'on appelle la lecture synoptique des évangiles. Eh ben, on pourrait parler là, excusez-moi de ce rapprochement osé, mais d'un synoptique, d'une lecture synoptique existant entre le client et le collaborateur, puisque là, Elodie va se livrer à cet exercice à travers les objectifs de onboarding, mais voyez qu'une partie est commune, synoptique, et une autre partie est spécifique évidemment à chacune des cibles. Elodie, ton avis? Oui, la majorité des objectifs finalement sont communs. Puis si on entre dans le détail, on va découvrir quelques subtilités liées à l'une et l'autre des cibles. Dans la découverte de l'entreprise, là, c'est prendre par la main pour guider, assurer le pas dans la relation. Pour le client, après, on va faciliter la prise en main plus axée produit-service. Alors que pour l'employé, c'est un peu plus large parce que là, la prise de poste, elle va englober des connaissances et des compétences à différents niveaux. Sur la partie feedback, important, souvent négligé, d'avoir un retour d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est améliorer les dispositifs, hein, sans feedback, on n'avance pas. Et puis, en ce qui concerne la marque, on va parler de notoriété pour le marché et plus de culture d'entreprise pour l'interne et puis de marque employeur. Ici, j'aimerais aussi qu'on souligne sur la partie 1-formation. On a bien entendu pas que de la formation dans les portails d'onboarding, cette nécessité finalement de communiquer dans les deux sens. Et puis, si on parle d'efficacité, on va être sur le côté client, plus sur de l'efficacité opérationnelle, hein, dans le fait de bien prendre en main les produits et puis aussi côté entreprise, pouvoir dérouler rapidement, alors que du côté employé, on va être plutôt sur la notion de productivité. Et puis là, on a aussi une partie commune, c'est eh bien dans la communauté ce besoin d'échanger pour progresser.
avec le côté client, là, on va mettre plutôt les personnes en lien avec la communauté cliente, les pairs. Les échanges sont souhaités. Bon, on en parlait tout à l'heure, Michel, avec ce qui nous arrive en ce moment, nos clubs clients utilisateurs vont peut-être être en ligne plutôt qu'en présentiel d'ailleurs. Et puis sur la partie interne, là, les échanges physiques ont besoin d'être, sont là, besoin d'être faits, donc incontournables. Et puis, en termes d'objectifs ultimes, je dirais, c'est de réduire les départs, hein, tant côté client que collaborateur. Et puis, c'est là où j'aimerais amener la notion de NPS, le Net Promoter Score, sur lequel on pourra revenir peut-être tout à l'heure, qui concerne l'intention de recommandation. C'est-à-dire pour un client d'être un vrai promoteur ou est-ce qu'on a des clients passifs ou des détracteurs? Et côté collaborateur, c'est aussi est-ce que je vais recommander mon entreprise à mon réseau et les encourager à venir travailler avec moi? Voilà pour ces objectifs. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Elodie, parce que le NPS, Net Promoter Score, c'est un indicateur, un KPI, comme on dit, qui vient Oui, du monde du marketing et de la vente. Finalement, est-ce que vous recommanderiez le produit que vous avez acheté à l'un de vos proches? Et c'est une échelle sur 10. Et effectivement, dans cette échelle, les favorables, ce sont les promoteurs, il y a des détracteurs et puis des gens grosso modo qui sont passifs. Ce Net Promoter Score, on le voit arriver d'ailleurs dans les feuilles d'évaluation de la formation aujourd'hui. Recommanderiez-vous cette formation? Et au fond, ce que tu viens de dire là, c'est que c'est un indicateur qui existe aussi pour le onboarding du collaborateur, c'est-à-dire est-ce que vous recommanderiez l'entreprise à un de vos proches? Et au fond, là, on touche à ce qu'on appelle un indicateur de cooptation, oui. c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à faire que chacun des collaborateurs soit potentiellement un ambassadeur pour diminuer les coûts de recrutement, faciliter l'arrivée de nouveaux collaborateurs. Donc, on ne va pas évidemment insister sur cette notion d'indicateur, mais on voit bien que il y a toute une série d'indicateurs du onboarding des clients, il y a toute une série d'indicateurs du onboarding des collaborateurs, et il y aurait beaucoup à gagner à se livrer à cette lecture synoptique dont je parlais, sous forme de brainstorming d'une équipe formation et pourquoi pas d'une équipe formation avec une équipe marketing ou commerciale pour essayer de réfléchir finalement aux analogies qui peuvent être faites. Et dans nos discussions, ça figurera aussi dans le livre blanc, bien entendu, tout cela, même si là on doit en faire une restitution rapide. Mais dans nos discussions, on a aussi fait une relation entre le Customer Success Manager et finalement ce qui serait son équivalent dans le onboarding collaborateur, n'est-ce pas, Elodie? Voilà, une notion à développer. Et puis dans le livre blanc, on élargira avec la notion d'engagement qui peut être justement un poste important côté DRH. Donc, Customer Success Manager, si je comprends bien, et Employee Success Manager. Voilà, il y a peut-être une fonction Voilà, clé cette notion-là, voilà. au sein des DRH. Directeur de l'engagement pour citer un de mes compatriotes et connaissances suisses experts, mais vous lirez tout ça dans notre guide, Et comme on livre nous a blanc. proposé de jouer à un premier jeu qui serait le jeu des synoptiques, si je puis dire, on peut vous proposer aussi un deuxième jeu. Alors, on va pas le jouer maintenant, mais vous Oui, pourriez le faire en brainstorming dans l'équipe formation. Euh, c'est le jeu finalement du scénario catastrophe. Vous savez que on peut essayer de se mettre à la place finalement du nouveau collaborateur qui entre dans l'entreprise et quel serait l'accueil le plus catastrophique qui puisse exister. Et là, effectivement, si on se met autour d'une table et qu'on commence à se lâcher de façon très négative, on a une capacité incroyable à imaginer la catastrophe et aujourd'hui, on est tous un petit peu dans ce cas-là d'ailleurs. Mais du coup, cette catastrophe sous forme de toute une série d'items qu'on peut regrouper après, bah, si on en fait une lecture sous forme d'action pour remédier à cela, on arrive finalement à produire tout un ensemble de bonnes pratiques du onboarding collaborateur, comme on pourrait évidemment avoir des bonnes pratiques du onboarding client. Donc voilà, je préconise avec Elodie que vous jouiez au scénario catastrophe. On peut apprendre beaucoup de choses en équipe là-dessus. oui, c'est drôle et instructif. Drôle et instructif.
pour ne rien vous cacher, j'ai dirigé un organisme de formation il y a bien longtemps et j'avais mis mes formateurs et toutes mes équipes, y compris administratives, y compris d'accueil, jouer à ce jeu-là pour en avoir une espèce de moteur d'amélioration et travailler tous ensemble sur les possibilités de bonnes pratiques qu'on pouvait mettre en œuvre. Donc ça remonte à quelques années tout cela. On va maintenant démontrer, j'espère, Elodie, que les préliminaires, ça s'apprend. Et ça s'apprend parce que déjà, si je comprends bien, d'après toi, on peut mieux faire, n'est-ce pas? Complètement, complètement. On a pu avoir tout au long des années de nombreuses stats sur l'onboarding client, mais c'est qu'assez récemment qu'on a des statistiques, des analyses un petit peu plus poussées côté client. Là, je cite un rapport Customer Training Trends de 2019 de Fort Industries, où on voit que 91% des compagnies interrogées forment leurs clients. On a 96% qui disent que c'est important et 70% que c'est très important. J'espère que les Français, bon, ils lisent bien, hein, si je le dis en Suisse, ça va aussi. C'est Par charmant, contre, avec un accent suisse, c'est magnifique. je trouve qu'on comprend mieux les chiffres, on a aussi une 80, c'est sympathique. Donc voilà, au téléphone, quand je dicte, les gens mettent toujours les bons chiffres. Et par contre, on voit ce 11% sur lequel on peut s'interroger parce que même si l'importance du onboarding, il n'est plus à démontrer du tout, on voit qu'il y a seulement 11% qui affirment que le 75% de leurs clients reçoivent assez de formation. Donc, on a un manque de formation. On peut s'interroger à quoi c'est dû finalement. Et il y a Brandon Hall qui donne une partie de la réponse en disant qu'on a seulement 55% des entreprises interrogées qui ont un LMS pour former leurs clients, contre 85%, donc 85% pour former leurs collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que finalement on a encore beaucoup de présentiel? C'est le cas. C'est aussi un argument maintenant de pas mal d'éditeurs, pas uniquement de technology learning, mais d'éditeurs de solutions digitales qui disent voilà, au lieu de vous de déplacer vos collaborateurs, on va proposer de la formation en ligne. Donc ça se généralise. Après, on peut se dire aussi, il y a d'autres technos qui vont être utilisés parce que souvent, le LMS ou le TMS traditionnel, ils sont pas forcément adaptés, c'est pas des solutions très agiles et customisables pour ce faire. Donc voilà, on arrive sur aussi peut-être d'autres moyens ou d'autres appellations plutôt autour des learning portails dans ce contexte-là. Donc, si je te suis bien, les préliminaires, ça s'apprend. Pour cela, il faut se former. Donc, il faut former les clients, il faut former les collaborateurs. Et là, rien que sur la formation des clients, on voit effectivement qu'il y a de gros progrès à faire. Alors, si on passe oui, au sondage maintenant. Merci Aude qui m'accompagne, qui est juste à côté de moi et qui propose de vous laisser la parole. Vous êtes très nombreux. On lance un sondage. Donc, vous avez une question qui est à quoi ressemblerait pour vous une bonne formation d'intégration avec deux réponses possibles. Elle se fait, alors c'est un peu un inventaire à l'après-vert, hein, mais c'est pas grave, il y a des énoncés intéressants. Elle se fait sous la guidance du formateur. Elle est la plus courte possible, principalement de l'auto-formation en situation de travail. Les membres de l'équipe constituent la meilleure ressource de formation, sujet trop important pour être laissé au service formation. Voilà, le sondage est lancé, vous êtes déjà voilà, 20% à avoir répondu, ça grimpe très rapidement et je pense qu'on aura des choses très intéressantes à commenter. On va encore laisser quelques secondes. Michel, quand tu disais sujet trop important pour être laissé au service formation, tu parlais uniquement dans le cas du client, formation Ah non, client. non, je parlais d'une façon générale, Non? y compris pour le D'une façon collaborateur. générale, oh, Ah oui, tu taquin, tu c'est taquin. provoquant, hein. C'est provoquant, bien sûr. Voilà, on va pouvoir clôturer le sondage et faire afficher les résultats. Alors, je te laisse réfléchir pendant que je dis très rapidement quelles ont été les réponses. Les membres de l'équipe constituent la meilleure ressource et de très loin, 80%. La guidance du formateur, 50%. Vient ensuite l'auto-formation en situation de travail.
elle est la plus courte possible et le sujet est trop important pour être laissé au service formation. Donc, j'ai provoqué, mais il y en a 10 qui ont accepté 10% qui ont accepté la provocation. À toi les Mais je commentaires. pense qu'on est dans on est dans le contexte là, je pense peut-être client, peut-être qu'ils ont eu la même lecture que moi de D'accord, la question du coup. ça manquait de Et précision. c'est pour ça que bah, ça amène aussi l'idée que côté formation client, on est obligé d'élargir au niveau des équipes et qu'on intègre forcément les équipes marketing, les équipes business pour faire cette formation. Donc voilà, c'est ma lecture. C'est ta lecture. Pour le reste, Pour le reste, les membres de l'équipe constituent la meilleure ressource. Je l'ai dit tout à l'heure, le présentiel, on n'y coupe pas. Rencontrer ses collègues, être avec son manager, apprendre sur le tas avec les autres, c'est encore ce qui marche le mieux. Donc, du coup, le portail sera là pour aider, pour outiller, mais beaucoup de choses se font aussi sur l'auto-formation en situation de travail, on le voit, qui a beaucoup d'importance. Et le fait d'avoir quelqu'un qui accompagne, un formateur. Après, il y a d'autres notions qui pourraient être intéressantes. C'est autour d'avoir un mentor ou d'avoir un père qui n'est pas forcément dans l'équipe dans laquelle on est, mais dans une autre équipe et qui a un peu le même rôle. Donc voilà, elle s'élargit maintenant, cette notion de guidance et d'accompagnement avec plusieurs personnes à des niveaux un petit peu différents. ce qui est intéressant, c'est que il y a très peu de votants pour la formation la plus courte possible. Et donc là, je crois que ça montre chez nous tous que l'onboarding, effectivement, est une affaire sérieuse. Il faut laisser aussi le temps aux collaborateurs, comme aux nouveaux clients, de s'acclimater à l'entreprise. Et peut-être est-ce qu'il y a là une volonté de ralentir un petit peu cette accélération permanente qui voudrait qu'on soit immédiatement opérationnel ou qu'on achète, qu'on consomme immédiatement. Je crois qu'il y a une espèce d'éloge peut-être de la durée moyenne ou plus longue qui figure à l'intérieur du sondage. Et je pense que de ton côté comme du mien, on est totalement partie prenante de cela. Mhm. Bien. Tout à fait. Alors maintenant, on peut peut-être passer justement aux spécificités de la formation de onboarding, d'intégration d'un nouveau collaborateur. Alors, déjà, un chiffre qui est important. Alors, excusez-nous pour cet anglicisme, mais on parle de plus en plus dans les directions formation des grandes entreprises, en tous les cas mondialisées, de reskilling et d'upskilling, c'est-à-dire au fond, l'idée c'est qu'avec la transformation digitale, mais aussi la transformation environnementale, etc., euh, d'ailleurs c'est Forum économique mondial qui le dit, 54% des collaborateurs dans le monde d'ici 2022 doivent monter fortement en compétences ou refondre leurs compétences dans ce nouveau monde. C'est extrêmement important, c'est 54%. Et on voit que 74%, là c'est un chiffre qui figurera aussi dans dans le livre blanc, sont prêts pour se reformer ou grimper en compétences. Donc déjà, quand on est une entreprise, une direction formation, on peut capitaliser là-dessus, sur le fait qu'il y a une audience qui est tout à fait prête aujourd'hui à développer, à se remettre en question dans ses compétences. Elodie? Et c'est là qu'on attaque la partie contenu et je dirais dispositif autour de l'offre onboarding, où on va proposer des contenus de formation qui vont être assez divers et variés, aussi bien sur des accès qui peuvent être synchrones, asynchrones, etc. Et sur la partie contenu même, c'est des contenus métiers, mais on trouve aussi des contenus liés à l'employabilité. Et puis après, bon, des divers contenus qui peuvent être plus informatifs, comme des procédures internes, comment je procède pour mes notes de frais, mes congés, c'est important, hein, tout ça. Et puis, bien entendu, il y a le côté hygiène, sécurité, compliance, là où on est vraiment sûr de la formation qui va être même certifiante ou en tout cas où on devra dans l'entreprise pouvoir prouver que les gens ont bien suivi cette formation.
Dans la manière d'orchestrer le dispositif, on va être, sur de la formation qu'on dit, blended, donc avec une diversité des modalités de formation. C'est un mix entre du présentiel, l'auto-formation, des classes virtuelles hein, aussi. Bien entendu, on l'a mentionné tout à l'heure, la formation sur le tas, en situation de travail et cetera. Et puis en mode de distribution, on va être, sur un mixte aussi, entre de la formation poussée ou en libre service et puis la recherche a aussi, c'est une fonctionnalité, importante avec, notamment, la nouveauté recherche à facettes que les gens utilisent, couramment, habituellement, donc qui va permettre, de pouvoir, bien cibler ce qu'on recherche. Et puis si on parle, aussi d'onboarding, on peut, évoquer la notion de voyage puisqu'on va, finalement amener jusqu'à une certaine destination la personne. Donc c'est un parcours qui va être jalonné, qui va, pouvoir aussi être, gamifié, pour permettre justement d'accéder, voir sa progression, ses différents niveaux. C'est une formation aussi qui va être, continue dans le temps et qui va être largement monitorée par, on l'a vu, la notion aussi de feedback, tout à l'heure, de pouvoir, s'exprimer et pouvoir, finalement réajuster le cas échéant pour la personne, mais aussi à plus long terme. Et puis, on a le manager, hein, qui est présent tout le temps et puis le service formation RH qui voudra aussi, pouvoir suivre hein, cette progression. Et concernant la formation de onboarding client, quelques spécificités aussi. Je te laisse de nouveau la parole. Alors, on va avoir peut-être des contenus de formation qui sont plus ciblés, mais on voit aussi maintenant des contenus métiers. Je donne, un exemple pour être capable, de créer un bon rapid learning, on a besoin de connaître à minima la pédagogie, de la création de contenu en ligne et puis aussi d'avoir quelques notions de graphisme, ça sert toujours pour, choisir, les bonnes images, hein, sans parler là des aspects, techniques, comme le poids des images, hein. Ça peut vite, gréver dans l'onboarding. S'il manque ces quelques notions à un client, il va se dire: «Mais pourquoi ma page elle charge pas?» et cetera. Donc, on déborde, je dirais, sur le métier. Et puis on va rester aussi, dans de la formation, blended. Elle va être de plus en plus, digital first parce qu'il faut pouvoir, commencer le plus tôt possible. Souvent, on a des gens qui sont avec des clients internationaux un peu dans le monde, partout, qui vont pas forcément se former en même temps selon les rapidités de déploiement. Si on fait d'abord un pilote, ensuite on élargit le périmètre, etc. Donc voilà, le digital a vraiment son importance. Et puis, où je le disais tout à l'heure, l'argument de vente, ben, il est aussi de faire des économies de déplacement, d'immobilisation des ressources et puis de non-transmission de virus, quel qu'il soit. Et là, on propose plutôt une distribution en libre service côté client. Et puis dans le parcours, eh bien, on peut aussi oser la gamification avec des niveaux, des badges, hein. On stimule quand même l'engagement avec la gamification. Et puis l'onboarding, bah là, c'est toujours un voyage qui devrait pour le client se faire en première classe. Là, j'ai une petite pensée émue pour nos clients de l'aéro. Voilà, qui a une jolie niche pour nous et Tu veux la dire des situation est compagnies pas aériennes simple notamment. pour eux. Voilà. Mmh. Ouais, on pense à tous ceux qui rencontrent des difficultés aujourd'hui, qui s'inquiètent pour leur emploi notamment, pour le train des choses. Donc on est avec eux de tout cœur, Elodie. Merci de l'avoir souligné. Et pour celles et ceux dans l'audience qui sont dans ce cas-là, idem bien entendu. Il est temps de Après, passer. on peut le Oui, voir aussi comme une opportunité de faire mieux autrement, on se le disait, de se réinventer. C'est le côté positif, hein. c'est Il y le a côté. toujours du côté C'est le positif. côté positif et eh bien, soyons tous très résilients. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Le portail,
Ils sont charmants ces deux-là, hein. Donc c'est le lieu des préliminaires, Elodie. Et alors, toi, tu es une grande spécialiste des portails, hein, et notamment des Smart Learning Portals, dont Moss Maidon Site s'est fait une spécialité. Alors, je voudrais qu'on réserve le temps qui nous reste maintenant très largement à ces portails, parce que très concrètement, on a posé un certain nombre de fondements sur l'onboarding avec ce qu'on vient de dire, mais pratiquement, les directions formation, comment peuvent-elles procéder? Donc, évidemment, engager et fidéliser le client ou le collaborateur dans la relation, le rendre plus compétent pour accroître sa productivité, l'incliner à recommander l'entreprise, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui doit être supporté par les portails de formation, n'est-ce pas? C'est ça. Et l'idée justement des portails d'onboarding, là, on va voir des portails qui sont orientés clients plus largement au départ, parce que peut-être ce sont les moins courants. Clients ou en tout cas entreprises étendues, population externe. On va déborder sur le sujet. Il n'y a pas que les clients, il y a aussi d'autres populations. Et puis où on a côté collaborateur un certain nombre de choses qu'on peut modéliser peut-être plus simplement que pour la partie client. Alors, attirer. On va commencer avec un portail dans la notion d'attirer. Là, je présente le portail d'un de nos clients suisses, les services industriels de Genève, dont l'objectif dans leur programme, c'était qui s'appelle Eco21, de réduire la consommation énergétique. Et là, ça passe par la formation des partenaires. L'idée, c'est de développer des nouvelles compétences et d'avoir des connaissances plus pointues autour des dernières évolutions techniques, hein, justement dans le domaine de l'efficience énergétique. Ici, le portail, il a été créé un peu comme un site web avec un teaser de présentation. Il y a un catalogue qui est ouvert pour inciter justement les personnes à s'inscrire aux formations et accéder au portail. Après, il y a une validation qui se fait pour accéder à la formation une fois qu'on a validé que les personnes font bien partie des partenaires. Voilà, donc il y a un filtre qui se fait côté back-office qui est automatisé par la plateforme. Et on a bien entendu derrière des formations, là on le voit dans le teaser, qui sont des formations présentielles, c'est pas du tout en ligne. Et l'idée, c'était aussi de réduire le temps de formation pour les partenaires, de pouvoir aussi au niveau administration côté SIG automatiser un certain nombre de choses pour réduire les coûts de formation des deux côtés. Et puis aller plus loin dans la formation. Voilà. Donc, Ensuite, on on a est dans réussi à une séduire, optique. on a réussi à Mhm. séduire, on a réussi à attirer, n'est-ce pas? C'est cela. Alors Et puis maintenant, à obtenir plus de partenaires formés. Après, il y a des petites subtilités qui sont intéressantes parce que finalement, elles reviennent comme le fait que quand vous avez des partenaires, là, ce sont des artisans principalement qui ont des petites équipes, mais on ne connaît généralement que le patron. On n'a pas forcément les informations, les adresses mail, etc., des autres personnes. Donc, comme on fait dans ces cas-là, donc il y a des petites astuces techniques pour pouvoir aussi donner des accès, pour pouvoir créer aussi des profils, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans la formation, je dirais, interne, mais qui sont des petits soucis organisationnels, on va dire, côté entreprise étendue et auxquels on peut pallier justement grâce aux technologies. attirer, séduire, c'est bien. Fidéliser, c'est encore mieux. Fidéliser, oui, là, un portail qui s'adresse à des prescripteurs, donc les différentes catégories de vétérinaires. Il y a donc différents portails en fonction des catégories de vétérinaires, mais aussi les revendeurs, parce qu'il y a des magasins, des pharmacies, des clubs canins, des toiletteurs qui revendent les produits de la marque. Et puis là, on a des formations, on le voit, qui ne ciblent pas que les produits, mais aussi le métier, tout ce que vous devez savoir sur le chat et le chien. Donc, on ramène de cette formation métier en avant.
Et on parle ici de différentes académies. On voit aussi il y a une gamification avec un certain nombre de crédits, des badges. Donc voilà, on a largement aussi gamifié le portail pour la partie prescripteur. Mais On va pouvoir aller sur l'engagement maintenant. oui, alors on a une question pour toi. Vous avez parlé de bonnes Oui, pratiques, un scénario, un template à proposer sur l'ingénierie du dispositif global, les modalités, les thèmes incontournables, etc. Oui, au fond, la question qui t'est posée, Elodie, c'est derrière le fait que Moss Mindsight, c'est un fournisseur de technologies qui apporte un certain nombre de services, notamment dans la création des portails fondés sur la technologie Moss Mindsight, c'est euh, est-ce que derrière tout cela, vous guidez, vous, en tant que Moss My Site, les clients à travers un certain nombre de templates, voire d'outils de méthode qui leur permettent d'aller très rapidement en besogne pour créer ce type de portail? l'idée, c'est de modéliser aussi à travers les différentes expériences qu'on peut avoir sur l'entreprise étendue, tout en gardant côté client ce côté unique, marque, hein, qui transparaît, qui transpire sur l'écran et où on ne reconnaîtra pas du tout que c'est Moz qui est derrière et qui est le générateur de portail. Donc voilà, c'est ça. Nous, on a dans nos process des templates qui sont mis à disposition. On retravaille à partir de modèles. Partir de la page, de la feuille blanche, c'est de moins en moins courant. On l'a eu fait beaucoup dans le passé, de moins en moins maintenant. Et on le fait, on le verra dans le dernier modèle de portail que je vais présenter côté collaborateur. C'est là où on a le plus modélisé justement ce portail, ce qui va permettre d'aller plus vite, mais où on peut customiser et garder vraiment son identité avec des fonctionnalités qui sont complètement différentes d'un client à l'autre. On parle de services, hein. Customisation, c'est autant sur la charte graphique que sur les services du portail. Est-ce qu'on va inclure aussi qu'il peut venir d'autres applications qu'on va incruster dans le portail pour faire du lien et avoir finalement un portail quasi méta-portail pour l'entreprise Alors, au niveau juste une learning. réponse complémentaire à ce que tu viens de dire. C'est vrai que le onboarding d'un collaborateur, d'ailleurs, ou d'un client, ne se réduit pas au portail. Euh, les entreprises n'ont pas attendu d'avoir des portails d'onboarding pour intégrer du mieux possible leurs nouveaux collaborateurs. Bon, il est vrai que le fait de lancer un portail d'intégration oblige à se poser des questions sur l'intégration elle-même. Donc, ça aide à structurer finalement le parcours d'intégration parce que la technologie nous oblige à répondre à quelques questions. Donc, il y a une espèce de lien, je dirais, réciproque entre les deux, à savoir que euh, le onboarding, évidemment, peut s'appuyer sur une méthodologie, sur un script, etc. Bon, voilà, qui peut être écrit sur le papier, sur une feuille blanche, mais à côté de ça, il peut s'inspirer de ce que proposent les portails de formation qui ont déjà réfléchi à ce genre de choses. Donc, par rapport à la question précédente, et pour terminer là-dessus, qui était posée, euh, oui, il existe des modèles d'onboarding aujourd'hui, on pourrait en parler longuement. On pourrait aussi dire d'ailleurs que le onboarding se découpe dans le temps, qu'il y a des modèles qui partent finalement de la première journée, qui balayent la première semaine, le premier mois. On peut parler de pré-boarding, peut-être tu en parleras un petit peu après. C'est-à-dire que le onboarding aujourd'hui arrive bien avant finalement l'entrée du collaborateur dans l'entreprise parce qu'on a vu tout à l'heure que le collaborateur était infidèle et qu'il pouvait aller voir si ailleurs l'herbe ne serait pas plus verte. Et le onboarding, ça ressortait très clairement aussi du sondage que nous avons fait, c'est quelque chose qui doit prendre du temps. Donc on le voit aussi s'étendre dans la durée. Donc il y a déjà en matière de méthodologie, et sans aller plus loin, il y a une possibilité de découper finement le planning du onboarding et à mettre derrière des activités, des documents, un type de relation ou d'intervention du manager, etc. Et bien entendu, encapsuler, si possible, le tout dans un support qui est le portail de formation. Voilà, ça c'était pour répondre à la question de Lolita. Les deux sont à voir évidemment portail et processus d'intégration en concomitance.
Élodie, on vient de parler de fidélisation, mais on disait tout à l'heure, fidéliser c'est bien, mais fidéliser pour engager, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir quelqu'un de fidèle s'il n'est pas engagé dans l'entreprise, s'il n'est pas engagé dans les produits de la marque, etc. Et donc là-dessus, vous avez de votre côté beaucoup travaillé, bien sûr. Ici, on présente un portail de l'UEFA, donc c'est l'association européenne de football qu'on a présenté lors d'un séminaire e-learning en début d'année. Et là, ça s'adresse à des volontaires et ces volontaires, en fait, la particularité, donc on est dans l'euro en ce moment en plein. La particularité, c'est que ces volontaires, ils sont déjà très nombreux, plus de 20 000, et ils ne vont pouvoir arriver sur les lieux où ils interviennent, c'est-à-dire qu'ils vont être dans les stades, ils vont aider dans l'organisation physique sur les lieux des événements qui se situent à différents endroits en Europe. Et dans ce contexte-là, ils ont besoin de se former en amont pour vraiment, lorsqu'ils arrivent le jour, ils arrivent la veille, généralement, voire 2 jours avant maximum, sur le lieu, connaître déjà les lieux en amont. Donc, il y a des contenus aussi de réalité virtuelle, il y a des choses assez sympas. Et l'idée, c'est de pouvoir leur amener en amont des portails qui se veulent simples et efficaces pour qu'ils puissent monter en compétences rapidement. Ici, c'est une navigation qui se fait par défilement dans les différents modules, comme autant de villes dans lesquelles finalement on va se rendre. On a des indicateurs qui sont simples, c'est-à-dire juste, on en a 3, la durée sur les formations, la note donnée par les utilisateurs. Donc, c'est aussi important de pouvoir récupérer les infos au niveau des contenus. Et puis, il verra aussi son niveau de complétion. Et on a un tableau de bord aussi qui va permettre de pouvoir accéder à l'évolution. Et puis, au niveau de la gamification, ici, on a mis en place une partie qui est en vert qui s'appelle Duel, qui va stimuler finalement la formation, parce que les bénévoles, ils vont défier leurs collègues dans des quiz. Donc, ça va permettre un peu d'engager d'une manière sympathique les différents acteurs. Et puis, on a une partie en violet, c'est les tips, c'est les conseils qui vont être donnés, parce qu'on a toujours besoin de faire aussi la relation entre les situations et dans cette situation, qu'est-ce que je fais, etc. Voilà. Et puis, pour donner aussi une information sur le côté langue, là, tout se passe en anglais parce que c'est très difficile de pouvoir mettre des contenus dans toutes les langues, de traduire ça. Il y a énormément de modules, il y a il y a je crois, vingtaine de projets, des populations différentes, impressionnantes. Donc, voilà, les volontaires doivent avoir un vernis linguistique à minima pour pouvoir être volontaires, mais ils sont aussi beaucoup encadrés sur les sites par justement des accompagnants qui sont là, vers qui ils peuvent se tourner, soit en ligne, soit en présentiel. Voilà pour le… Et une Ensuite, façon, derrière, oui, c'est ça, une oui, on a façon une de, vue un petit peu oui, différente. Voilà, c'est la vue de la progression qui donne une idée de la complétion, donc voilà, qui est très visuelle. Et au niveau de l'identité là, on est vraiment dans l'identité graphique de l'Euro 2020. Donc, on a travaillé avec le service de com aussi pour valider tous ces écrans. Voilà. Dans l'engagement, c'est être là, c'est pouvoir aussi interagir avec les autres. Donc, c'est très social. et donc, quelqu'un d'engagé, Ensuite, de voilà, fidélisé, c'est quelqu'un qu'on va aider à se développer, hein. Et donc, à se développer. vous, votre offre là-dessus, elle est très conséquente. Elle est très conséquente. On a beaucoup de choses, mais on est toujours, enfin, c'est de l'amélioration perpétuelle dans le sens où je pense pas qu'à un moment donné, on puisse se dire, je m'arrête là, j'ai fait tout ce qu'il faut. On est à la recherche aussi permanente d'amélioration. Là, on voit le Moss Center, qui est le centre de ressources pour Moss, où on essaye d'avoir les informations aussi de la communication
là sur le Moss Club 2019 pour inciter les gens à venir sur l'événement, à donner des infos sur les ressources les plus récentes. Ce qu'on aimerait, c'est que finalement les clients utilisent le portail aussi souvent qu'ils vont dans l'application quand ils ont besoin, même s'il y a une aide contextuelle qui est dans l'appli elle-même, le centre de ressources est important parce que là, on va développer, donc on va donner accès finalement à des guides, on a des tutoriels, des démos, il y a une base de connaissances justement qui est plutôt utilisable on the job, c'est-à-dire au fur et à mesure que je suis dans le produit, si je me pose des questions, je vais les aller poser dans le portail, mais c'est aussi pouvoir accéder à une communauté. On l'avait précisé tout à l'heure, soit en présentiel, les Moss Club suisses sont toujours largement suivis parce que voilà, c'est dans un cadre sympathique au bord du lac. Le présentiel, on en a besoin dans les soirées, c'est aussi le networking entre clients. Donc tous ces moments où on peut prendre des cafés, boire un verre ensemble sont importants. Et c'est là où il y a beaucoup je dirais, des échanges très valorisants et aussi des échanges qui ont une vraie valeur dans ces clubs et dans ces échanges. Et puis après, on a d'autres moyens, c'est plutôt les blogs, les forums, etc. L'idée, c'est aussi d'éveiller l'intérêt sur non seulement des nouvelles ressources, mais la curiosité avec la question du jour qui donne justement des trucs et des astuces autour de l'utilisation des produits. Bien entendu, maintenant, la question ne se pose plus, c'est forcément responsive, c'est forcément mobile aussi pour les clients. Tout On à l'heure, va maintenant aller sur la… oui, Oui, tout à l'heure, je parlais, Élodie, des Smart Learning Portals, SLP, de Moss Maiden Site. Et peut-être est-ce que il est temps de revenir et on aborde la fin de notre webinaire là sur un SLP qui a été créé récemment, qui est un SLP de onboarding collaborateur, justement. l'idée dans les Smart Learning Portals, c'était justement de pouvoir modéliser et proposer des templates qui vont être facilement personnalisables. Donc, personnalisation, bien là, on est dans les couleurs Moss avec ce qu'on peut voir, c'est une image de fond qui finalement va être vite changée, les couleurs des blocs qui peuvent être changées. On est ici sur des personnages qui peuvent être utilisés dans les différentes entreprises qui sont aussi corrects au niveau, je dirais, des couleurs qu'on utilise sur les personnages, d'être représentatif. Ça manque un peu de femmes sur les badges. Mais là, on parlait d'un collaborateur masculin, donc voilà, on voit uniquement des badges masculins, mais dans l'organisation, on voit qu'elle est mixte. On reprend ici aussi des blocs qui sont des blocs autour des grandes catégories, je dirais, d'onboarding, qui vont être l'intégration organisationnelle. Après, il y a l'intégration fonctionnelle autour de mon job, une intégration sociale avec l'équipe, et puis une intégration culturelle plus autour de l'entreprise. Et il y a aussi cette notion de feedback qui est importante avec 4 quiz. Il y a sur le quiz sur on peut le faire mon premier jour, ma première semaine, mon premier mois, mes 3 premiers mois. Mais ce qu'on disait avant, c'est que c'est important de pouvoir donner accès à ce portail en pré-onboarding, c'est-à-dire juste après la signature du contrat, d'avoir la possibilité, on a l'adresse mail perso de la personne, de pouvoir l'inscrire avant finalement que toute l'inscription RH et qu'il ait son adresse mail, ça prend au niveau informatique quelquefois un peu de temps, etc. De pouvoir l'inscrire à la mano, on va dire, rapidement, et ensuite de pouvoir écraser son identifiant avec le nouveau et puis son adresse mail, etc. pour que la personne elle puisse démarrer assez tôt en amont. Et là, on va lui donner justement tous les outils pour pouvoir être lors de la première journée tout à fait à l'aise. Je connais l'entreprise, je connais un peu les us et coutumes. J'ai vu les gens en photo, donc voilà, là-dessus, je ne serai pas toute la journée à me demander quel est le prénom, à qui je parle, qui c'est, etc. Donc, d'être beaucoup plus, je dirais, confortable durant la première journée dans l'entreprise.
Et puis ici, c'est aussi, on le voit peu, mais en haut, on a, le portail onboarding. On parle souvent de multi-portail. Avoir un seul portail, qui donne tous les accès aux différentes typologies de formation, ça ne facilite pas l'immersion. Là, sur la partie onboarding, généralement, en pré-onboarding, on peut déjà donner, accès à de la bureautique, à des langues. Donc, sur des portails qui vont être externes, si je prends la bureautique, c'est un accès, par exemple, sur, des partenaires comme Eni, ou sur des langues, voilà, sur des portails, on le sait, des portails langues, ils ont des spécificités au niveau technologie, etc. Ça ne sert à rien de remettre des contenus e-learning dans un portail onboarding et que tout soit formaté de la même manière. Donc, on préconise plutôt une immersion, donc un portail dédié au onboarding, un portail dédié pour la bureautique, etc., pour les déclinaisons. Et puis ensuite, c'est aussi, là on parle d'un circuit, hein, ça peut être la notion de voyage dont on appelait tout à l'heure, ici c'est le circuit, et puis d'avoir aussi des informations sur l'entreprise, des informations rapides, hein, qui vont te permettre, par exemple, eh bien, d'avoir le pitch qui va bien, l'elevator pitch qui est dans l'ascenseur. Je peux donner à mon voisin les infos sur la boîte où je travaille, et puis d'avoir comme ça des accès rapides sur les différents réseaux qui intéressent. Et puis mon réseau, c'est le réseau social de l'entreprise, parce que souvent il existe déjà. Donc, on a fait le choix de ne pas le redévelopper, mais de donner accès à celui de l'entreprise, et puis de pouvoir accéder rapidement à des ressources qui vont être catégorisées. Et puis, dans la partie gamification, bien, au fur et à mesure que je vais compléter les formations qui seront quasi obligatoires pour moi, je vais avoir des badges qui vont être donnés ici. Et puis, on n'oublie pas dans les ressources et docs utiles le glossaire de l'entreprise, parce que bien souvent, il y a un jargon et des acronymes, et c'est ça qui laisse souvent les gens perplexes les premiers jours. Donc, c'est important de l'avoir aussi. Voilà dans la partie modélisation, donc des templates effectivement qui seront personnalisables pour les différents clients. Et puis, on va suivre, comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est quel est le process de l'entreprise? Est-ce qu'on va faire du pré-onboarding? Certains oui, certains non. Comment est-ce qu'on va orchestrer? Est-ce qu'on est plutôt sur un MOOC-like, c'est-à-dire de dire on va séquencer des choses et au lieu d'avoir des blocs ici répartis, l'idée ça pourrait être d'être dans une forme de MOOC où j'ai les contenus pour mon premier jour, les contenus pour ma deuxième journée, etc. Voilà, c'est ouvert. On peut réaliser ça rapidement. Il y a des templates de ce côté-là, et puis on bascule juste les contenus un petit peu différemment. On les réorchestre rapidement via, nous, des dossiers virtuels. Donc, il suffit de les taguer, puis après, ils apparaissent où on veut, quand on veut, comme on veut. On est quasiment arrivé, Elodie, à la fin de notre webinaire, et moi je ne résiste pas à une citation que j'utilise souvent: le mariage est une longue conversation. Alors je l'ai expérimenté pour moi-même. Je pense que quand dans un mariage la conversation a été écourtée ou qu'elle est de mauvaise qualité, ben, le mariage ne va pas très loin. Alors vous me direz quel est le rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Bon, certains pourraient trouver un rapport entre les préliminaires et le mariage. Bien entendu, ça existe en matière de séduction, de fidélisation, etc. Mais l'analogie, c'est peut-être le fait que un nouveau collaborateur et l'entreprise, finalement, à défaut de se marier, bien entendu, ce sera abusif, rentre quand même dans une relation qui se veut une relation heureuse et de bonne durée. On pourrait dire que la relation entre le client et la marque, surtout quand il s'agit d'une marque avec une forte teneur émotionnelle, dont on aime les produits, etc., sont aussi embarqués dans une relation qui se veut de longue durée, gratifiante, etc. Et au fond, ce que j'ai entendu dans tout ce que tu as dit là aujourd'hui, Elodie, c'est que tu proposes des outils qui ne sont pas exclusifs du reste, mais je crois qu'il y a une demande de l'audience là-dessus, qui sont des outils qui facilitent la conversation entre le collaborateur et l'entreprise, laquelle est toujours incarnée d'ailleurs par d'autres collaborateurs, le manager, les membres de l'équipe, etc. Donc,
et entre le client, conversation aussi entre le client et l'entreprise. Donc moi je crois que ce qui est urgent peut-être, ce qu'il faut se mettre en tête lorsqu'on est en charge de ces questions de onboarding, c'est est-ce qu'on noue une conversation? Et est-ce que cette conversation, on est capable de la faire durer, de la nourrir de part et d'autre? Et au fond, quand on est là-dedans, on s'aperçoit que la question de onboarding, elle est beaucoup plus large que celle qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire qu'il s'agit de la question tout simplement de la conversation et d'un onboarding qui n'en finit pas. C'est-à-dire qu'au fond, on est constamment devant le devoir en tant qu'entreprise ou en tant que collaborateur de s'embarquer, de s'engager dans la relation. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et au fond, les outils que tu viens de montrer, ce sont des outils qui participent à l'alimentation de cette conversation. Est-ce que je me trompe? C'est juste, hein, la partie sociale, elle est très importante et comme on le voit ici, la techno ne va pas remplacer l'humain. Donc, je pense que le portail est là juste pour faciliter la mise en relation, préparer et puis faciliter les échanges. Donc, merci. Voilà, merci. Sur la suite, donc, on va finaliser le livre blanc pour intégrer aussi les résultats de notre sondage. Et puis, vous avez bien entendu de l'information disponible sur le site web de Moss, ou pour continuer sur le clin d'œil thématique de notre webinaire. Si vous souhaitez passer à l'acte, vous pouvez nous écrire. Merci beaucoup, Elodie, de ta bonne humeur et du charme que tu as fait passer dans ta conversation ce matin. Merci à toute l'audience et puis à bientôt sous d'autres auspices et bon courage à tout le monde. Merci. Merci à tous, hein. Au Très belle revoir. journée.